Que se passe-t-il quand la société découvre qu'un homme en apparence ordinaire cache des secrets si terrifiants qu'ils défient l'imagination? Le 22 juillet 1991, le monde entier allait découvrir la réponse à cette question, lorsque la police de Milwaukee mit au jour l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire moderne. Dans un appartement de Milwaukee, apparemment banal, Tracy Edwards venait d'échapper à une tentative de meurtre. Sa fuite précipitée allait conduire la police à l'appartement 213 du Oxford Apartments, où résidait un certain Jeffrey Dahmer. Ce qui n'aurait pu être qu'une simple intervention policière allait rapidement se transformer en la découverte d'une série de crimes qui hanterait l'Amérique pendant des décennies. Jeffrey Dahmer, né le 21 mai 1960 à Milwaukee, avait mené une vie qui, en surface, ne présentait rien d'extraordinaire. Fils d'un chimiste et d'une téléxiste, son enfance fut marquée par la solitude et un intérêt précoce pour les animaux morts. Ses parents, absorbés par leurs conflits personnels, ne remarquèrent pas les signes avant-coureurs d'un trouble profond qui se développait chez leur fils. À l'adolescence, Dahmer commença à s'isoler davantage, trouvant refuge dans l'alcool dès l'âge de 14 ans. Son comportement devint de plus en plus erratique, mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur de ses pulsions destructrices. En 1978, peu après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il commit son premier meurtre. Sa victime, Stephen Hicks, un autostoppeur de 18 ans, marqua le début d'une série de crimes qui s'étendrait sur 13 ans. Entre 1987 et 1991, Dahmer développa un mode opératoire précis. Il attirait ses victimes, principalement des hommes issus des minorités, en leur proposant de l'argent pour poser pour des photos ou partager un verre. Une fois chez lui, il les droguait avant de les étrangler. Mais ce qui distinguait Dahmer des autres tueurs en série, c'était ses actes post-mortem, incluant la conservation de parties des corps de ses victimes. L'appartement 213 était devenu le théâtre d'horreurs inimaginables. Lorsque les policiers y pénétrèrent, ce fameux 22 juillet, ils découvrirent des preuves accablantes, des photos polaroides macabres, des restes humains dans le réfrigérateur, des crânes conservés comme trophées. En tout, Dahmer avait fait 17 victimes connues. Comment un tel cauchemar avait-il pu perdurer si longtemps? Les enquêteurs découvrirent que Dahmer avait plusieurs fois échappé aux autorités. En 1991, la police avait même raccompagné chez lui une victime désorientée de 14 ans, Konerak Sintasomphone, malgré les protestations des voisins. Le jeune homme fut retrouvé mort quelques heures plus tard. Lors de son procès en 1992, Dahmer plaida la folie, mais fut déclaré saint d'esprit et responsable de ses actes. Il fut condamné à 15 peines de prison à perpétuité consécutive. Dans ses déclarations au tribunal, il exprima des remords, affirmant que ses actes étaient motivés par un désir obsessionnel de contrôle total sur ses victimes. La vie carcérale de Dahmer fut brève. Le 28 novembre 1994, il fut battu à mort par un codétenu, Christopher Scarver, à la prison de Columbia. Sa mort marqua la fin d'une histoire qui avait terrorisé l'Amérique et soulevé de nombreuses questions sur la nature du mal et les failles du système judiciaire. L'affaire Dahmer a profondément marqué la société américaine et transformé les méthodes d'enquête criminelle. Elle a mis en lumière les préjugés institutionnels qui avaient permis à un tueur de cibler impunément des victimes issues des minorités pendant des années. Les services de police de Milwaukee ont dû réformer leurs pratiques et leur formation en matière de sensibilité culturelle. Aujourd'hui, l'histoire de Jeffrey Dahmer continue de fasciner et d'horrifier, servant de cas d'étude pour les criminologues et les psychologues. Elle nous rappelle que derrière l'apparence de normalité peuvent se cacher les plus sombres secrets, et que la vigilance de la société doit s'exercer sans préjugés ni complaisance. Cette affaire reste un avertissement sur la façon dont nos préjugés et nos angles morts sociétaux peuvent créer des zones d'ombre où le mal peut prospérer. Elle nous rappelle également l'importance de prendre au sérieux les signaux d'alarme et les témoignages des victimes, quelle que soit leur origine sociale ou leur statut.